Merci de suivre ce magazine kiosque de ce lundi 15 janvier 2023. Bon début de semaine à tous. Alors l'actualité ce matin en République démocratique du Congo reste dominée par la publication des résultats provisoires des législatives nationales. Vous l'avez suivi, c'était dans la nuit du samedi à lundi que la Commission électorale nationale indépendante a rendu public les résultats provisoires des législatives nationales. Alors 477 députés ont été déclarés élus, 64 femmes issues des 44 partis politiques. Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Ils sont à deux, Pascal Owonje et face à Christian Moleka. Encore une fois, merci de nous suivre. Pascal Owonje, bonjour, bon début de semaine. Bonjour, merci Gisèle, merci également à nos différents téléspectateurs. Merci à mon frère parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé sur un même plateau. Je dois informer ici que Thierry Mukelekele est un peu indisposé parce qu'il s'était déplacé jusqu'à Lubumbashi pour les soins. Il m'a appelé pour me dire que depuis qu'il a quitté la prison d'Endolo, ses jambes le dérangent. Et imaginez, les conditions de détention chez nous sont parfois difficiles. Et maintenant, il fallait qu'il prenne les soins. C'est comme ça qu'il s'est retiré un peu chez lui. Et jusqu'à ce jour, les soins continuent. Espérons que dans quelques jours, il sera rétabli, il va nous rejoindre. À l'occasion, je veux remercier également mes électeurs de Moamba. Moamba, c'est une circonscription de Kinshasa qui comprend les communes de Limete, Lemba, Ngaba, Kinseso et Matete. Je crois que nous avons fait le travail tel qu'il avait été voulu par mes électeurs, mais malheureusement, nous n'avons pas été proclamés. Nous n'avons pas été proclamés simplement parce que la coalition qui nous a portés visiblement n'a pas été sérieuse. Du fait que, à travers le pays, on n'a même pas eu un élu. La coalition s'appelle ASPA. Même pas un élu. Et ce constat, nous l'avons dégagé déjà au début parce que on comprenait que les responsables de la coalition en question, du regroupement, n'étaient pas politiquement aguerris, ne comprenaient pas beaucoup d'enjeux. On a beaucoup parlé, on a beaucoup crié, on a beaucoup insisté, mais on n'a pas écouté. Et malheureusement, aujourd'hui, on proclame les résultats. Quelle honte, on atteint le seuil, mais personne n'a été déclaré élu parce que l'accompagnement n'a pas été conséquent. Moi-même, si je félicite mes électeurs, c'est parce que j'ai eu beaucoup de voix. J'ai eu beaucoup de voix, mais qui ne pouvaient pas faire face à d'autres listes qui, additionnant leurs voix de chaque candidat, alors ils pouvaient facilement bénéficier des sièges, et c'est ce qui est arrivé. Mais malheureusement, j'ai fait le mauvais choix du regroupement. Maintenant, je paye cash. De ce point de vue, comme tout républicain, comme tout démocrate, je m'incline au résultat. Et j'accepte ce qui est arrivé. Et je pense que le meilleur est à venir. Question maintenant que les électeurs ne se sentent pas blessés du fait que leur voix n'ait pas produit ce qu'ils avaient souhaité, mais parce qu'il s'agit de la démocratie, il s'agit des élections. Lorsque nous allons aux élections, il y a des perdants, il y a des gagnants. Lorsqu'on perd, qu'on ne considère pas que c'est la fin du monde. Et lorsqu'on gagne, qu'on ne considère non plus que c'est la fin du monde, parce que le monde évolue et tout coule, tout passe. Voilà le principe, rien ne demeure. Ceux qui sont élus aujourd'hui, hier n'étaient pas élus, aujourd'hui ils sont élus. Ceux qui ne sont pas élus aujourd'hui, demain, s'ils fournissent les efforts, ils seront élus. Et ceux qui sont élus aujourd'hui, demain, ils peuvent aussi ne pas être élus. Ainsi, le jeu démocratique, et nous acceptons que les choses fonctionnent de cette manière. Ce qui est plus important, c'est la paix,
c'est la quiétude, c'est l'acceptation, c'est la consolidation de nos institutions, c'est le bon fonctionnement des institutions. Mais nous insistons maintenant, pour ceux qui vont maintenant à l'Assemblée nationale, faire le travail pour l'intérêt de chaque Congolais. Ce serait alors avoir bénéficié effectivement la confiance de la population si réellement ils ont été élus normalement. Merci Pascal Olundje, j'ai aimé votre quiétude. Ah oui, la capacité d'un homme, n'est-ce pas, de surmonter les épreuves. Épreuves démocratiques, c'est un jeu élégant et c'est très élégant surtout lorsqu'un perdant félicite, n'est-ce pas, un élu. C'est cela l'élégance de la démocratie. Sinon, merci. À mon tour, n'est-ce pas, les autres ne sauront pas le faire comme je le fais. Je dois le faire, je dois les encourager, qu'ils partent. C'est que plus important, qu'ils fassent le travail. Avec vous, j'ai toujours dit, si on n'a pas de bons élus, la conséquence est réelle sur les 5 ans. Merci Pascal, je reviens à vous. Voilà. Espérons qu'on achète cette fois-ci des bons élus. Alors Christian Boleka, bonjour. Bonjour. Ça fait vraiment longtemps, vous avez disparu, on a reçu des coups de fil, des messages, il est où? Vous êtes là? Oui, ça fait 2 mois pratiquement que je n'ai fait plus de télé ni de radio. C'était lié à quelques occupations que j'avais qui n'étaient pas compatibles avec les médias. Donc voilà, maintenant je suis de retour et je pense pouvoir apporter ma modeste contribution au débat de manière assez régulière. Voilà. Alors on parle de la publication des résultats provisoires de législatifs. Après la publication, d'abord, comment vous avez accueilli cette liste de la CENI, ces députés qui ont été proclamés élus? Bon, moi, ça ne m'a déjà pas surpris parce que si vous regardez très bien, lorsque la CENI a publié la liste de regroupements qui avaient atteint le seuil d'éligibilité, il y avait 66 regroupements. Bon, la CERN a été repris en justice dans 67. Il y avait 55 regroupements qui étaient de l'Union sacrée. Et à peine 10 de l'opposition et un regroupement de la société civile. Donc, à titre citoyenne. Donc, on avait déjà dès le départ un déséquilibre dans les candidatures, énormément de candidatures de l'Union sacrée, très peu de l'opposition. Et quand on a publié encore la liste de ceux qui ont atteint le seuil, on est donc à 44, là encore, on a vu énormément des partis de l'opposition qui n'ont pas atteint les seuils selon la CENI, notamment Envol de Sesanga, la CERN de Mukwege. Donc il était très prévisible, partant de ces 2 éléments-là, que dans les résultats qui allaient sortir, on aurait un très grand nombre d'élus de l'Union sacrée, peut-être du moins de la majorité, et une opposition de plus en plus minorée. Et donc, quand on voit également comment les présidentielles ont été présentées, avec ce grand écart entre la présidentielle, les candidats présidents de l'Union sacrée et l'opposition, donc moi, ça me préfigurait déjà un Parlement où on aura une opposition très très minoritaire et une Union sacrée plus révigorée. Donc moi, ça ne m'a pas surpris. Ce n'était pas une surprise. Non, ce n'était pas une surprise. C'était déjà connu. Pour moi, c'était une préfiguration qui était plausible. Également, la contestation de quelques-uns qu'on a vu dans les réseaux, c'était prévisible parce que je savais déjà que le processus portait énormément de questions qui allaient susciter des contestations. Alors, c'est le problème des seuils. Après la publication des résultats, on a vu les candidats qui n'ont pas été proclamés, contestés, réclamés, non, j'avais eu beaucoup de voix, voilà, mais je n'ai pas été proclamé, et d'autres qui disent que, des commentaires par-ci par-là, que non, ils ont été utilisés dans les partis politiques pour atteindre le seuil. C'est un peu d'expliquer. Ça s'est passé comment? Le problème du seuil, c'est que en 2006, nous avons pris l'option de, c'est technique, je ne sais pas comment le dire plus simplement, d'appliquer ce qu'on appelle la proportionnelle. Les élections à liste proportionnelle. Ça veut dire, la proportionnelle, c'est un bon système pour un pays qui sort de guerre, de conflits comme nous l'étions depuis 94 jusqu'à pratiquement en 2006, et de permettre aux différentes expressions de s'exprimer. Donc vous avez un Parlement qui est très diversifié parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont représentés et donc toutes les voix sont à l'intérieur. C'est l'avantage de la proportionnelle. Mais c'est un système qui est très compliqué quand il faut gouverner parce que vous avez une majorité tellement émiettée, des partis qui ont 2 sièges, 1 siège, 3 sièges. Quand il faut former le gouvernement et la majorité, il faut tout le temps négocier avec les petits partis politiques. Il y a des gens qui créent un parti où il est seul élu et puis il vient avec son siège, il se met à 2 ou 3 pour négocier. Et donc le seuil a été pensé comme un correctif au proportionnel. Comment nous corrigeons la proportionnelle? En intégrant un seuil qui permet de rationaliser le jeu au niveau du Parlement. C'est le but du seuil au départ. Le problème, c'est que le premier seuil qu'on a mis en 2011, 1% et 3%,
a été vite contournée par le fait que les gens ont créé des regroupements. Donc, on n'a pas pu atteindre le but du seuil, à savoir réduire le nombre des partis politiques au sein du Parlement pour que la gouvernance soit plus claire. Concrètement, ça veut dire quoi? Si vous avez un Parlement avec 200 partis politiques et qu'une majorité a, admettons, 100 partis politiques, pour former un gouvernement, ça veut dire qu'il faut discuter avec les 100 leaders des partis politiques pour avoir un gouvernement de 30-40 personnes. Et si chaque ministre a amené à créer son petit parti politique avec son 2-3 députés, bien, il amène son 2-3 députés comme élément de discussion sur la table pour qu'on lui donne un portefeuille ministériel ou une entreprise publique. Et donc, on perd énormément de temps en discussion au niveau des plateformes parce qu'il suffit d'avoir 2-3 sièges. Et donc, en insérant par exemple le seuil d'éligibilité, ça veut dire vous alignez des candidats dans le 2 tiers des sièges en compétition, ça supprimait en principe les petits partis tribaux. C'est-à-dire, moi je suis président des partis politiques, je suis peut-être du Sankourou comme mon co-débatteur, eh bien j'ai créé un parti qui est uniquement implanté au Sankourou. Il suffit que j'aille 2 sièges à Lomela et à Lobefou, eh bien mes 2 sièges me suffisent pour venir discuter. Maintenant qu'on insère un seuil d'éligibilité qui veut que j'aligne dans le 2 tiers des sièges, donc je suis obligé d'aller à Mongala, à Zongo, à Isiro, c'est plus complexe, donc ça peut nous amener à fusionner. C'est le but du seuil. Et donc ça a renforcé les regroupements, mais ça n'a pas toujours vidé la problématique du nombre des partis politiques. Parce que si vous regardez par exemple la liste, on a encore 44 regroupements. Et qui dit 44 regroupements, c'est énormément de partis à l'intérieur. Donc on aura encore un Parlement, parce qu'on a pu contourner le mécanisme du seuil par le fait que les gens ont créé des regroupements électoraux qui vont éclater après et permettre aux partis politiques d'exister. Donc c'était bien pensé au départ, mais les politiques l'ont contourné et à un moment donné, ça complexifie les jeux politiques. Ça c'est de 1. De 2, le problème du seuil, c'est l'opacité du calcul du seuil. Parce que le seuil se calcule sur base des électeurs ayant voté. Et le seul à même de vous dire que ce jour-là, on a voté à 2 millions, c'est la CENI. Parce que très peu de partis politiques disposent des capacités organisationnelles pour compiler et savoir combien de gens ont voté toute la République le même jour. Encore moins combien de voix, eux, ils ont obtenu sur l'ensemble de la République. C'est vrai, maintenant, il y a des machines électorales, les gens mettent des plateformes électorales, je vois les partis plus organisés commencent à créer des centrales électorales, mais très peu de partis politiques ont l'expertise pour dire, voilà, sur l'ensemble de la République, avec tous mes candidats, témoins déployés, j'ai obtenu autant de voix, et donc, c'est possible pour moi d'atteindre le seuil. D'autant plus sur la CENI seule. Ils sont incapables de dire ça. Très peu. Alors, c'est ces candidats qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui font des interviews pour dire que j'avais fait 8000 voix, voilà, il y a une personne qui a eu moins de voix. Madame, nous avons 75 000 bureaux de vote. Ça veut dire un parti politique qui veut avoir tous les résultats doit avoir 75 000 témoins. Vous connaissez un parti politique qui peut déployer 75 000 témoins? Même si on va en termes de regroupement, on sait comment ça fonctionne. Donc c'est très difficile, c'est très technique, c'est très complexe pour qu'un parti politique, en tout cas tous les partis politiques, puissent couvrir tous les bureaux de vote et avoir toutes les voix. La majeure partie des candidats, ils ont un échantillon. Ça veut dire, ils peuvent vous dire, dans ma circonscription, par exemple, qui a 1000 bureaux de vote, plus de 1000 bureaux de vote, je peux aligner les témoins dans 500 bureaux, donc les voix que j'ai me permettent de dire que je suis à 2000, 4000 voix, donc c'est bon pour moi. C'est très difficile d'avoir l'ensemble des témoins dans toute la circonscription. Et même les plateformes les plus organisées, après il faut centraliser ça. Collecter, c'est bien, centraliser, compiler. Et ce qui va manquer, c'est le nombre de votants. Vous pouvez avoir le nombre de voix obtenus. Mais le seuil se calcule sur base des nombres de votants. Comment allez-vous calculer le nombre de personnes qui ont voté bureau de vote par bureau de vote pour savoir que vous avez atteint 3% ou 1%? C'est pour ça que la CENI seule a les capacités techniques de vous dire au 20 décembre, il y a autant de Congolais qui ont voté. Parce que le seuil se calcule sur base des électeurs. Okay. C'est ça la grande difficulté avec le seuil. Maintenant, peut-être demain, il faudrait repenser le système. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait commencer à calculer le seuil, non plus sur les électeurs, mais sur les enrôlés avec un prorata du pourcentage des participants. Ça peut se faire. Ça permettra à tous les partis politiques de dire, voilà, si on calcule le seuil sur base des personnes enrôlées au prorata du taux de participation, la CENI n'aura qu'à nous dire le taux de participation, et chacun va calculer le prorata du taux de participation sur les enrôlés de sa circonscription. Ça permettra aux partis politiques de dire clairement s'ils ont atteint ou non le seuil. Parce qu'aujourd'hui, seule la CENI vous dit, vous l'avez atteint ou non. Et comme personne n'a les capacités d'observation du calcul de seuil, eh bien, nous avons tous les mains liées par la CENI, qui devient le seul à dire, tu as atteint ou non le seuil. Donc personne ne peut le dire. Alors Pascal, cette histoire de seuil, les contestateurs disent qu'ils ont été utilisés par des partis politiques
par rapport au seuil. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, peut-être que c'est au niveau de la compréhension du seuil en question. Il y a d'autres qui ne comprennent rien. Parce que lorsque on dépose les candidatures, il y a un seuil qui est exigé. N'est-ce pas? Le seuil de représentativité. Et vous déposez des candidatures. Mais après, vous devez battre campagne. Je vous ai parlé du cas de mon regroupement qui n'a pas atteint le seuil. Enfin, qui a atteint le seuil, mais malheureusement qui n'a pas gagné de siège. C'est compliqué. Hein? Ça veut dire que lorsque vous atteignez d'abord le siège, ça c'est le principe premier. Le deuxième calcul, c'est au niveau de votre circonscription. On aligne d'abord les partis, les regroupements qui ont atteint le seuil. Et on prend liste par liste de chaque regroupement. On voit la liste qui a eu beaucoup de voix. Gagne le siège. Et on va comme ça. Mais si c'était 2 sièges seulement, même si vous avez atteint le seuil, n'est-ce pas, dans une circonscription de 2 sièges, vous avez atteint le seuil, parce que le seuil se calcule au niveau national. Mais quand vous revenez dans votre circonscription, votre liste, n'est-ce pas, n'a pas assez de voix par rapport aux autres, c'est les autres qui prennent les 2 sièges-là. Mais vous avez atteint le seuil, mais vous n'avez pas de siège. Voyez-vous? Mais le problème, c'est quoi, en d'autres termes? Vous avez suivi Moleka vous dire, et il a aligné des propos techniques. Le problème, c'est que les regroupements se créent généralement avant les élections. Et on prend n'importe qui de manière un peu désorganisée. Les partis politiques se coalisent. Et ils ont un regroupement. Alors maintenant, le temps technique pour l'organisation et atteindre les objectifs ultimes, souvent ils n'en ont pas. Parce que c'est à la veille de dépôt des candidatures qu'on crée ces regroupements. Mais l'organisation intelligente, pour l'atteinte des objectifs, parfois, et c'est local, je reviens encore sur mon regroupement ASPA, vous n'entrez même pas en contact avec les responsables du regroupement. Jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai vu personne, je ne connais la figure de personne. Mais vous êtes partis aux élections comme ça. Ni en communication, aucun contact avec les responsables. C'est lui qui a créé le regroupement, mais vous échangez par des personnes interposées. Mais vous avez un tel regroupement, vous allez attendre quels résultats? Voilà des opportunistes, souvent, qui, parce qu'ils font des calculs politiques à la dernière minute, ils créent des regroupements visiblement qui n'apportent rien. Deuxième leçon à travers ces élections, de mon point de vue, c'est, j'ai constaté, c'est la première fois qu'on voit beaucoup de ministres en fonction qui ne sont pas élus. Cette loi, je l'avais condamnée la fois passée, je crois que c'était en 2011, après les élections de 2011, qu'on a revu ça et on a permis aux ministres de rester en fonction, même pendant les élections. Je suis parmi les gens qui se sont opposés à... Mais, curieusement, cette fois-ci, je constate que beaucoup de ministres ne sont pas élus. Plus de 5 du gouvernement n'ont pas été élus. Beaucoup de proches du chef de l'État, qui semblent être très influents, mais ils n'ont pas été élus. Et pourtant, ils avaient des moyens pour battre campagne. Beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens, mais ils n'ont pas été élus. Alors maintenant, je vais tirer quelle leçon finalement? Face à ceux qui, à un certain moment, disent qu'on a nommé les gens. Non, les élections ont été mal organisées. Mais si c'était la fraude, oui, nous acceptons parce qu'il y a des gens qui se sont méconduits. Mais si c'était la nomination, mais ces gens seraient nommés. Plus de 5 ministres n'ont pas été élus. C'est qui a... Les membres de la famille du chef de l'État, des gens qui semblent être très influents que nous voyons, ainsi de suite, n'ont pas été élus. Les collaborateurs du chef de l'État, qui sont proches, ceux qui souffrent à l'oreille du chef de l'État, n'ont pas été élus. Mais parmi ceux-là, il y a Pascal Olonji aussi qui n'a pas été élu. Mais il y a aussi ceux attendez, qui ont été dénoncés je termine. Nous qui avons fait la communication du chef de l'État, moi je n'ai pas été élu. Je suis du Fachi 20, je n'ai pas été élu. Heureusement, je dois saluer ici le professeur Moukoko, parce que c'est notre équipe, il a été élu. Madame Akassia, elle a été élue. Je les encourage. Au moins, nous avons ne fût-ce que 2 élus de notre côté là. Mais nombreux n'ont pas été élus. Voilà. Donc, j'estime que le seuil, n'est-ce pas, d'acceptabilité du résultat de ces élections dépasse 60%. Ça, c'est mon point de vue. Sinon,
Ce que je te dis là aurait été le contraire. On verrait les proches du chef de l'État facilement être élus, faciliter. Mais beaucoup n'ont pas été élus. Beaucoup de ministres n'ont pas été élus. Ça doit nous interpeller, ça doit nous pousser à croire effectivement que les élections ont été quand même bien organisées, même si il y a eu des fraudeurs mal habitués, surtout par les élections passées. Ils pensaient réitérer l'exploit cette fois-ci, et malheureusement, nombreux sont tombés dans le filet de la CENI. Tous ces gens qui n'ont pas été élus, Pascal Ouondje, est-ce qu'ils ne seront pas récompensés autrement? C'est ce qu'estiment certains observateurs. Peut-être pour crédibiliser les processus, on les met de côté et après ils seront peut-être élus administrateurs. Si je le dis, peut-être que les gens vont dire Pascal parle de lui-même. Mais je peux parler de moi-même. Je mérite, au-delà de tout, être remercié de par mon combat, Gisèle. Administrateur. Je me suis non, pas seulement ça. Je me suis décarcassé. Pas aujourd'hui, plus de 10 ans. Le même cas. Et ici, vous avez vu, même pendant la campagne, j'ai été pratiquement sur tous les plateaux de télévision défendre. Est-ce que c'est ingrat de ma part si je dis il faudrait qu'on me récompense aussi? C'est pas mauvais. Mais ce n'est pas à moi d'obliger. Mais je pense que je mérite être récompensé aussi. Autant pour Pascal, autant pour beaucoup d'autres. Mais cela ne voudrait pas dire le fait qu'on n'ait pas été élu et donc on mérite cette fois-là être récompensé. Non, c'est pas de cette manière. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais nous autres, c'est le fait de nous avoir été dans le combat pendant beaucoup de temps, n'est-ce pas? Et nous méritons aujourd'hui, en tout cas, être récompensés parce que nous sommes battus pour l'obtention de ce pouvoir. Et c'est qui est normal. Christian Moleka, aucun parti politique n'a pu, ou recrutement politique n'a pu réunir la majorité de 251 députés. Oui, mais ça va se passer comment après? Il faut maintenant chercher un informateur pour identifier la majorité. C'est comme ça, comme c'était. C'est logique déjà parce que, comme je le dis, nous appliquons à la proportionnelle au plus fort reste. Et donc, c'est difficile avec la proportionnelle au plus fort reste qu'on ait soi-même 250 députés. À moins que qu'on invente de nouveaux paramètres, c'est difficile à atteindre. Je rappelle quand même qu'en 2006, le PPRD en avait que 111 députés. Et qu'en 2011, le PPRD a obtenu 62 députés. Bon, si on prend le PPRD, parce qu'il y avait une mosaïque qui a fait qu'ils avaient atteint 150. L'UDPS aussi a créé une mosaïque. Donc le 62 dont on parle aujourd'hui, ça ne concerne que l'UDPS comme parti. Donc il faut ajouter la mosaïque. Et avec 69 plutôt, avec les députés de la mosaïque qui pourront atteindre une centaine. Donc c'est un socle fort au sein de la majorité. Par contre, il y a un élément que moi je voulais, je juste ajouter. C'est pas nouveau que les proches du président échouent. Je rappelle quand même qu'en 2018, des très proches de Kabila n'ont pas été élus, comme Antoine Gonda, qui était son ambassadeur itinérant. Vous pouvez revoir l'histoire. En 2018, beaucoup des proches du président Kabila n'ont pas été élus. Par contre, il y a des indicateurs plus importants qu'il faut regarder. Par exemple, c'est la part de l'opposition au sein du Parlement. C'est la première fois, depuis 2006, que nous ayons une opposition aussi minorée au sein du Parlement. Je rappelle qu'en 2006, le MLC de Jean-Pierre Bemba, qui était la première force d'opposition, avait une soixantaine de députés. En 2011, l'UDPS avait une quarantaine de députés. En 2018, à AMK de Katumbi, avec les MS, ils avaient 90 députés. Ça veut dire depuis 2006 jusqu'à 2018, nous avons toujours eu une centaine d'oppositions au sein du Parlement. Une centaine d'opposants. Ce qui faisait qu'au sein du Parlement, vous aviez une opposition suffisamment assez forte pour équilibrer le débat parlementaire. Or, si vous regardez les résultats publiés récemment, nous avons une opposition très minorée. Ensemble, même à 18 députés. 18 députés. Ça veut dire, si le socle de l'opposition, la première force d'opposition n'a que 18 députés, nous aurons une opposition qui aura une cinquantaine de députés, ça veut dire un dixième du Parlement. Et donc, dans l'équilibre du débat, nous n'aurons pas un Parlement aussi... je dirais aussi prolifique qu'on l'a eu en 2006 ou en 2011. Ça, c'est un. C'est-à-dire que leur voix au Parlement ne servira à rien. Ils sont tellement minorés qu'ils n'auront pas une influence. Alors que dans une jeune démocratie comme la nôtre, nous sommes une société en transition démocratique, nous avons besoin d'oppositions assez fortes pour équilibrer les ardeurs du gouvernement, pour éviter de tomber dans l'autoritarisme excessif. Donc, nous avons pris une opposition assez mineure au sein du Parlement. Pour moi, c'est des inquiétudes dans une jeune démocratie comme les nôtres. Ça, c'est de un. De deux, un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que le rapport de force est en train de changer au sein de l'Union sacrée.
nous avions en 2018 jusqu'en 2023 une union sacrée avec un cœur très faible, l'UDPS avait 30 députés, mais qui dépendait beaucoup d'alliés, notamment les FCC, les transhumants, puis les ceux de Katumbi, les transhumants, puis la FDC. Aujourd'hui, les rapports changent. Vous avez un UDPS qui devient la première force au sein de la majorité, et des alliés qui sont en perte de vitesse, notamment Bahati. Je rappelle qu'en 2018, Bahati avait une quarantaine de députés, 45. Aujourd'hui, il a longuement reculé, elle est 35, il est même derrière l'UNC. Alors qu'en 2018, si vous prenez le Sud Kivu, vous avez l'UNC qui reculait, l'AFDC qui montait. Aujourd'hui, vous avez l'AFDC qui recule, l'UNC qui passe devant. L'UNC, c'est deuxième position. Deuxième position, l'AFDC qui recule. Et donc, un Bahati qui va être moins influent. On connaît le rôle que Bahati a joué en 2018, sa force politique, qui a même fait toute la bataille au Sénat, l'Assemblée nationale, et comment ça participe à la réunion sacrée. Vous avez aujourd'hui un Bahati qui est très réduit, qui n'aura peut-être pas la même influence, et qui montre que dans le gouvernement à venir, les rapports de force vont véritablement changer. Ce sont des éléments en interne qu'il faut vraiment observer et voir que nous avons une majorité qui a un cœur aujourd'hui qui s'appelle l'UDPS, qui ne l'était pas dans la nature passée, et des alliés dont les rapports de force a beaucoup changé. Par exemple, un MLC qui a beaucoup avancé. MLC, c'est 19 députés. Oui, qui a beaucoup avancé. Et donc, qui répond du poids de la bête au sein de la nouvelle majorité. Et donc, la nouvelle configuration, qui sera peut-être plus l'union sacrée, va être une configuration nouvelle avec de nouveaux rapports de force. Ça fait que les éléments du Parlement nous présentent. Maintenant, si je devais revenir sur votre question... Non, mais je crois que je peux ajouter un mot là. Oui, c'est très important. Mais on ne peut pas s'interroger sur l'actuelle position de l'opposition à l'Assemblée nationale ou au Parlement substantiellement. Et c'est clair. Et là, on revient sur les analyses que nous faisions avant. J'ai démontré ici que nous avons aujourd'hui 5 grands partis politiques. Nous avons l'AFDC, nous avons l'UNC, nous avons l'UDPS, nous avons le MLC et nous avons l'ensemble. Et sur les 5, l'Union sacrée avait 4. Et c'est pas l'ensemble que l'Union sacrée n'avait pas. Or, l'ensemble en question, son implantation à travers le pays, c'est sujet de débat. Alors, vous allez reculer maintenant en 2006, vous allez vous rendre compte qu'on avait des grands partis politiques tels que le MLC, le PPRD, le PALU et l'UDPS. Mais l'UDPS n'est pas allé aux élections. Comme on a touché la position en 2011, nous sommes allés au premier tour, deuxième tour, 2 fois ils se sont alignés. Il y avait le MLC et le PPRD. Et c'est comme ça que vous allez voir à l'Assemblée nationale, on a semblé avoir l'équilibre. Nous sommes allés en 2011, c'est pratiquement la même chose. L'UDPS, grand parti politique installé à travers le pays, et va maintenant s'égaler au PPRD, mais même si le nombre d'électeurs n'était pas au même niveau, au moins, c'est un parti qui a produit beaucoup d'élus. Et c'est comme ça que l'opposition a eu beaucoup d'élus à l'Assemblée nationale. 2018, c'est pratiquement la même chose, parce que cette fois-là, c'est l'opposition qui prend le pouvoir. Et on aura quand même assez accepté. Mais en 2023, le problème, c'est que les leaders qui représentaient l'opposition en 2023, il y a un qui n'a pas aligné les candidats. Ici, je vais parler Martin Fayoulou, qui lui-même, le parti n'est pas suffisamment implanté à travers le pays. Et le seul parti, c'est l'ensemble. Voyez-vous? Mais l'ensemble, aujourd'hui, n'aura pas d'addition d'autres partis politiques pour constituer une vraie force de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et donc, ce déséquilibre, oui, nous allons le déplorer, mais le problème, c'est aux acteurs de l'opposition de part qui n'ont pas su faire le jeu politique, parce que le débat toujours, les gens pensent comme si le pouvoir simplement au niveau présidentiel. Et alors qu'on peut bien se battre au niveau de députés nationaux et se positionner aussi correctement à l'Assemblée nationale. Mais on a vu par exemple beaucoup de députés nationaux de l'opposition, notamment d'ensemble, qui n'ont pas été élus. Non mais, moi j'étais pas... Ils n'ont pas bien battu campagne, non, ils ont moi je ne suis pas de l'ensemble. Mais je n'ai pas été élu. Vous n'allez pas dire que je n'ai pas battu campagne. Merci. Autant, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup de non-élus. On parle ici des proches du chef de l'État d'ailleurs, du côté de l'Union sacrée. Autant, on a eu aussi beaucoup de non-élus, n'est-ce pas, de l'autre camp politique. Mais le problème, c'est quoi la réalité? Parce que nous avons vécu la campagne ici, Monica vous a dit au début, la manière dont les autres ont battu campagne, en toute réalité, même, prenons le cas de Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il n'était pas très visible. Voyez-vous? Et donc, ne pas le voir être proclamé, ça ne peut pas être aujourd'hui pour nous un sujet de questionnement
comme si on a fait le contraire alors que ça a été le résultat. On a vu les normal. contestateurs, il y a ceux qui ont vraiment battu campagne, ils disent qu'ils ne sont pas retrouvés, alors Non, que ceux qui étaient à la maison battre campagne aussi ne veut pas dire obligatoirement être élu. Merci. Vous pouvez battre campagne avec pompe et ne pas être accepté par la population. Il y a d'autres aussi qui ne battent pas campagne, mais qui sont acceptés par la population, ils sont élus. Voyez-vous? C'est compliqué. À relativiser. L'enjeu le plus important, Oui. de mon point de vue, parce que ce qu'on dit est important, c'est quoi, de mon point de vue, l'enjeu le plus important? C'est que si vous avez une majorité qui peut à lui seul avoir le 2/3 des élus, ça veut dire que vous avez une majorité qui peut changer de constitution sans passer par le référendum. C'est ça l'enjeu le plus important. Et donc, la législature actuelle, si le pouvoir, la majorité, a une majorité suffisamment solide qui peut lui permettre d'atteindre le 2/3 des élus, ça veut dire qu'il a une capacité légale pour modifier la Constitution sans passer par voie référendaire. Donc c'est ça l'enjeu quand je parle du poids et du nombre de l'opposition au niveau du Parlement. Maintenant, l'informateur. Bien évidemment, puisque aucun parti n'ayant atteint une majorité seule, il faudra désigner un informateur. Le président sera libre de désigner la personne qui lui convient pour identifier la majorité au sein du Parlement. Et après cela, il désignera un formateur parce qu'il faudra constituer la nouvelle majorité, bien évidemment, et discuter à cette majorité de qui prend quel type de strapontin, tenant compte de son poids politique. On connaît comment au Congo c'est laborieux quand il faut discuter des postes, et donc il faudra trouver quelqu'un de très équilibré, qui connaît les jeux politiques, qui connaît les acteurs, et qui soit capable en même temps d'être non pas seulement un politicien, un technicien, parce que moi je pense que le président a besoin de commencer un mandat sur le travail. Et que commander ce mandat sur le travail nécessite qu'il ait un Premier ministre qui soit davantage un technicien, qui peut l'aider à mieux commencer le travail qu'un politique. Maintenant, qui peut être épaulé par un informateur plus politicien, qui connaît l'environnement politique, qui fera le travail d'amont, c'est-à-dire identifier, construire une majorité solide, et donner à un formateur technicien qui permettra de commencer la mandature au début du mandat. Si en 2018, le président pouvait dire qu'il n'a pas eu 2 ans au début, parce qu'il manquait de majorité, aujourd'hui il ne peut plus le dire, parce qu'il a la majorité. Et donc, il devra commencer sous le chapeau de roue, parce que durant la campagne, il a dû lui-même constater, il y a énormément d'attentes des Congolais. Et donc, il n'aura pas beaucoup de temps et encore moins de prétextes à donner, parce qu'il a effectivement la majorité, et pas que la majorité, il a le cœur de la majorité, l'UDPS au cœur du pouvoir. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait un informateur politique expérimenté, qui fait le boulot, mais un formateur technicien technocrate, qui permettra de commencer rapidement le travail. Alors tout ce que nous avons vécu en 2018 avec le FCC, il n'y a plus cette possibilité de le vivre. C'est difficile parce que le rapport des forces a changé. En 2018, nous avions un président élu qui n'avait pas de majorité et qui devait donc négocier la majorité avec ceux qui avaient la majorité parlementaire. Et donc déjà le FCC était majoritaire, ensuite il y avait le cash, ensuite il faut négocier entre FCC et cash. C'est plus laborieux. Aujourd'hui le président a plus de marge de manœuvre, il a sa majorité, il a son parti politique qui est un cœur solide de cette majorité, et donc il subira moins de chantage qu'auparavant. Et donc il a les capacités de mieux réunir une famille politique d'ailleurs qui est autour de lui, et qui peut très facilement l'aider à commencer à travailler. Alors l'Union sacrée, 400 députés. La crainte des opposants, c'est que ce soit une caisse des parlements devienne encore une caisse de résonance. Non mais comment avoir peur? Parce que c'est l'opposition qui ne s'est pas bien préparée, qui n'a pas voulu avoir des Non mais nous sommes face à une réalité. Non mais cette réalité ne peut pas être objet de la peur de la part des opposants, n'est-ce pas? Ça doit être une réalité tangible qu'on doit vivre. On n'a pas de choix. Et je dois rappeler ici qu'en 2011, lorsqu'on touche à la Constitution, et le PPRD, ses mosaïques et le reste avaient la majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que, et lorsqu'on prend la décision de toucher à la Constitution, à l'époque, j'étais à l'Assemblée nationale avec François Mwamba, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, et c'est lui qui a lui-même le communiqué au nom de l'opposition quand il pleurait devant. Et l'opposition était sortie. La Constitution que nous avons aujourd'hui, qui a été révisée en 2006, en 2011 plutôt, a été révisée à l'absence des députés de l'opposition. N'oublions pas ça. Elle a été votée sans les votes des opposants. Ils étaient sortis. Et seulement la majorité à son temps, pilotée par le PPRD, qui a voté. Et donc, ce ne sera pas la deuxième expérience si aujourd'hui, comme a dit Moleka, et que la majorité écrasante prend des initiatives, par exemple, de toucher à la Constitution. Ce n'est pas la première fois. Nous avons vécu ça. En 2011, on a vécu ça. Mais la prière de chaque Congolais aujourd'hui, c'est laquelle? Oui, le mandat passé a connu beaucoup de problèmes.
Mais son mandat ici doit être celui qui doit aider ceux qui auront des responsabilités à pouvoir réaliser ce qu'attendent les différentes populations de notre pays. Il ne faudrait pas, d'abord, faire de mauvais choix des acteurs. Moi, le cas, une fois dit, parce qu'il parlait de technocrates comme informateur, finalement, pour qu'on ait un formateur qui va nous aider aussi à identifier les vrais d'entre nous pour composer au gouvernement. Mais il faut que ce soit un choix rationnel. Nous devons éviter des sentiments. La question des infrastructures, par exemple, surtout les infrastructures routières dans la ville de Kinshasa et ailleurs, bien entendu, parce que quand tu vas chez moi au Sankourou, mais d'un territoire à l'autre, vous pouvez faire 2-3 jours. Mais ça doit être pris, ou sinon prise en considération, sinon au sérieux, pour que on atteigne cet objectif très rapidement. On est ici, à Gombe. Vous savez, au moment où nous sommes en train d'échanger, je vous l'avais dit même la fois passée, pour arriver ne fût qu'ici, au bon marché, il faut beaucoup de calculs. Vous allez prendre quelle route et passer par quelle voie. Et pourtant, c'est un quartier proche de la ville. Beaucoup d'avenues. Derrière nous, ici, nous avons la grande avenue, qui est l'avenue Kassai. Je ne parle que ce qui est proche de la ville, mais cela aussi est une réalité à travers le pays. Il y a des cas comme ça qu'il faut, lorsqu'on aligne les gens, cette fois-ci, qu'on aligne les gens les plus sérieux, sinon je veux dire les meilleurs d'entre nous, pour faire correctement le travail. Nous devons éviter des influences. Nous devons éviter la composition d'amis. C'est tout ce qu'il faut, il faut refuser. Dans la composition d'amis, parfois, on ne sait pas faire le choix des meilleurs d'amis. Voyez-vous? Parce qu'il s'agit des amis, bon, qu'on parte. Mais si on doit tenir compte maintenant des intelligences à chaque secteur pour qu'on rende service à la nation, je crois cette fois-là, pendant 5 ans, on peut changer beaucoup de choses. L'élan du chef de l'État doit être accompagné. Parce que ce que nous avions vécu au mandat passé, c'est qu'il n'était pas suffisamment accompagné. Vous avez vu, pendant la campagne, il a fallu que lui-même se décarcasse partout. Or, il pouvait me croiser les bras, parce que simplement, l'équipe qu'il a accompagnée pendant longtemps n'était pas une équipe qui l'a aidé. Et donc, cette fois-ci, nous devons refuser, et nous prions pour que le choix soit plus rationnel sur des gens qui peuvent, cette fois-là, une fois occupé une fonction, aider le pays et non pas se regarder. Alors, les candidats malheureux ont 8 jours pour introduire les recours à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on ne va pas vivre la même scène? On avait vu, on avait récupéré des gens qui avaient d'ailleurs passé nuit à la Cour constitutionnelle, tout cela. Et on peut aussi récupérer, même Pascal, c'est pas encore fini. Bon, il est très probable, que, tenant compte du nombre de candidatures que nous avions eues et notre culture où tout le monde pense qu'il doit toujours gagner, on aura beaucoup de contentieux. Ça, c'est prévisible. On l'a vu déjà avec les invalidés qui sont allés au niveau de la Cour, la cassation. Il est probable qu'on ait... Au Conseil d'État. Oui, au Conseil d'État plutôt. Il est probable qu'on ait beaucoup de candidats qui vont aller en contestation au niveau de la Cour. Bon, ce qui est vrai, même dans les élections passées, on n'a jamais eu plus de 20% des députés qui viennent des recours. Donc on aura des contentieux. J'espère simplement que la proposition de mettre en place des juges référendaires avait été exécutée pour permettre aux juges d'avoir des capacités de bien travailler. Mais il y aura énormément de contentieux. Et peut-être pourront se régler politiquement. Parce que l'opposition, n'ayant pas déjà contesté les présidentielles, il est fort probable que beaucoup d'opposants n'iront pas en contestation des législatives. C'est cohérent. Et donc si contestation il y aura au sein de la famille présidentielle, et d'autres pourront se régler probablement politiquement. L'Union sacrée, on a vu déjà en train de s'entre-accuser, voilà, celui-ci ne m'a pas permis à voler mes voix, ce sont des termes qu'ils utilisent. Alors, après, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale sera installé déjà à la fin de ce mois. Il faut un bureau d'âge. Et voilà Mosso qui va revenir encore, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus âgé que lui. Non, parce que là, on va prendre un autre sujet. Et c'est que moi, je suis en train de dire, parce que je suis en train de réfléchir sur les 82 invalidés qui sont allés au Conseil d'État, qui n'ont pas été proclamés par la CENI, qui vont saisir la Cour constitutionnelle. C'est fort possible que sur 82, on ait certains qui seront réhabilités. Donc, ça va pousser maintenant la Cour et la CENI en appui pour récalculer. Parce que si, par exemple, un acteur majeur
qui allait influencer sa liste pour atteindre le seuil a été d'abord écarté. Et sa liste n'a pas atteint le seuil. Ils n'ont pas été proclamés par la CENI. On va à la Cour constitutionnelle, il dépose sa requête, on apprécie sa requête, on lui donne raison. On l'intègre sur la liste et sa liste atteint le seuil. Ça veut dire que les calculs seront recommencés. Parce qu'il reste 23 sièges. Il y a 3 places. C'est Kwamouth, Non, Massy. là c'est autre chose. Non, mais ma question c'est aussi le 23 sièges qui restent. Hein, c'est-à-dire Massissi, Kwamouth, Massy Manimba, il y a aussi Yakoma. C'est-à-dire dans ces endroits-là, c'est seulement 23 sièges. Oui, et si on récupérait encore les autres là, non, donc ça, vous faites la division, ça va se faire après. On va programmer le temps de leurs élections. Ils vont venir après. Mais ici, non, mais ils doivent seulement compléter les 23 sièges restants. Non, mais ils vont compléter. La CENI va donner une nouvelle date pour l'organisation des élections dans ces entités. Là, le problème ne se pose pas. Mais ici, nous posons le problème pertinent sur les 82 invalidés qui ont été au Conseil d'État sans suite et qui iront à la Cour constitutionnelle et qui n'ont pas été proclamés par la CENI et dont certains, leurs listes n'ont pas atteint le seuil du fait simplement qu'ils ont été écartés en allant à la CENI et qui sont rétablis. En étant rétablis, la liste atteint le seuil. On refait les calculs. Et le calcul qui sera refait risque maintenant d'affecter le reste. Voyez-vous? Donc, la Cour constitutionnelle, cette fois-ci, aura un grand travail avec les contentieux. Est-ce que pour éviter cela, il faut régler politiquement? Mais c'est tout l'enjeu. Attendons voir. Je prends le cas par exemple de Noël Botakile à Mongala. Il a été invalidé et pourtant le nombre de voix qu'il a eu, en toute réalité, s'il soit rétabli, mais en tout cas vous devez refaire les calculs. Ah bon? Parce qu'il peut lui-même amener 2 ou 3 sièges. Ok, alors, bureau d'âge. Mosso va revenir encore. Probablement, je crois qu'il a 81 ans, il doit être le député le plus âgé. Et donc il est probable qu'on l'ait à nouveau comme président du bureau d'âge. C'est assez atypique d'avoir 2 fois un président du bureau d'âge. Il est probable qu'il revienne, mais encore que le bureau d'âge c'est un bureau transitoire qui a pour juste mission de valider les candidatures, d'harmoniser le règlement intérieur et puis de préparer les élections du bureau définitif. Maintenant, peut-être qu'en termes de géopolitique, les choses vont mieux se rééquilibrer et que peut-être c'est peut-être plus le Kwango qui aura le bureau de l'Assemblée. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un acteur politique qui a également obtenu avec sa plateforme des députés. L'ACRD a, je crois, 9 députés. Et donc, il est probable qu'il joue un autre rôle politique ou peut-être autrement. Malgré son âge. La politique, c'est compliqué. Il ne peut pas lui-même dire que je vais en retraite. Si il estime qu'il est à même de travailler et qu'il a les potentiels, il pourra travailler. C'est les électeurs qui l'ont déjà lui-même reconduit, qui ont tenu compte de son âge aussi. Et voilà, on ne laisse pas des places en politique. Il faut savoir se battre pour remplacer ceux qui sont là. Nous sommes arrivés à la fin. Peut-être une dernière question. Oui, mais... La leçon à tirer, je commence par vous pour terminer, chez Pascal. La leçon à tirer de ces élections. Les législatives. Un affaiblissement de l'opposition, une majorité solide, très solide, un président qui a plus de marge de manœuvre qu'en 2018 et qui a les champs libres pour mettre en œuvre sa politique. Voilà. Merci Pascal Orondé, vous également, la même question? Oui, pratiquement la même chose, mais je pense que cette fois-ci, la majorité aura les mains libres à pouvoir décider sur ce qu'il faut pour le redressement de notre pays. Il n'y aura pas de prétexte parce qu'on a la majorité. Il n'y aura pas de blocage. Mais il y a un petit cas, nous l'avons évoqué la fois passée lorsqu'on avait saccagé le siège de l'UDPS à Kachoboé. C'est comme on avait saccagé aussi le siège d'ensemble en Bujimaï. En Bujimaï, on avait arrêté ces brigands. Je vous avais expliqué la fois passée qui avait justifié son forfait du fait qu'il avait demandé l'argent aux responsables du parti et qu'il n'a pas eu. Il avait promis le régler des comptes. Il est allé maintenant saccager le siège. Nous avons condamné et le monsieur a été condamné. C'est autant à Kachobo aussi.
il y a le tribunal de Lubumbashi qui a siégé sur la question. Et ces brigands sont aussi condamnés à verser à la caisse de l'État un montant de 15 000 $ en francs congolais. Et voilà, je crois que des condamnations comme ça vont interpeller les autres brigands un jour. Des gens qui ont toujours un mauvais comportement que nous ne savons pas apprécier dans la société, que cela serve d'exemple. Quand vous faites ça prochainement, vous serez sanctionné parce que les élections, comme nous avons toujours dit, c'est un jeu démocratique. Moi, Pascal, je suis allé aux élections, je n'ai pas été élu, je suis élégant. Est-ce que c'est pour autant que la vie s'arrête? Non, la vie continue et nous devons souvent avoir cette culture d'accepter l'échec comme la réussite, que ce ne soit pas la fin du monde. Merci Pascal Onge, merci Christian Mouleka. C'est moi qui vous remercie.